Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Aujourd'hui, je reçois Catherine Frade. Tu es docteur en pharmacie, psychologue, psychopathologue du travail et tant d'autres choses. Tu composes avec les matériaux des approches énergétiques, notamment l'astro, les constellations familiales, les pierres, les plantes, les gongs, ton intuition, ta connexion à de multiples dimensions, sorcière, de cœur et encore. Ma chère Catherine, qu'est-ce qui dans ton histoire de femme te donne particulièrement envie de témoigner et de prendre part à l'appel des Coquelicots ? Bonjour Caroline, bonjour Babette, bonjour Adrien. Écoute, c'est une bonne question. Donc, je m'appelle Catherine, donc je suis une femme officiellement, officieusement aussi d'ailleurs. Et en fait, je repense à ça. J'ai été éduquée comme un garçon en fait. Et donc, quelque part, déjà, il a fallu que je cherche, moi, mon féminin, c'est quoi être une femme. Ensuite, j'ai découvert, avec surprise, des décennies après, donc il y a 13 ans, que j'avais un frère jumeau mort in utero. Donc, j'ai compris après coup pourquoi c'était tellement compliqué pour moi de savoir c'est quoi être une femme, c'est quoi être un garçon pendant bien longtemps. Bon, maintenant, c'est clair, j'ai quand même trouvé. Et puis après, l'univers m'a gâtée parce que j'ai eu un garçon et une fille, donc j'ai pu voir comment on se construisait en tant que fille et fils et homme et femme en devenir. Voilà. Et ensuite, j'ai été confrontée dans ma vie de femme à une expérience assez hors du commun, puisque quand mes enfants étaient tout petits, donc en pleine construction, ils avaient 4 et 7 ans, donc mon fils 7 ans et ma fille 4 ans, leur père a décidé de se transformer en femme. Voilà, donc être un homme ou être une femme, et c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, c'est quoi la place des femmes dans le monde, c'est la grande question de ma vie. Ok, t'attaques très très fort. Alors, on va repartir dans les énergies, puis revenir à ton histoire. Énergétiquement, tu trouves qu'en 2021, qu'est-ce que ça raconte du plaisir féminin ? Où est la place du plaisir féminin ? Qu'est-ce que tu sens ? Alors, moi, je vais remonter. Alors, en 2021, j'ai entendu la question. Je vais remonter il y a 6000 ans, en fait, en Ayurveda, qui veut dire science de la vie, puisque j'ai eu la chance de passer un an dans l'école de Deepak Chopra en Californie, dans le programme Santé Parfaite, où je cherchais en fait mes preuves rationnelles et mes études cliniques. Je m'étais mis la barre un peu haute de l'inconscient et de tout le perceptible, de tout ce qui ne se voit pas avec les yeux. Et en fait, en Ayurveda, déjà, il y a 6000 ans, et même 12 000 ans pour les lieux, il parlait d'énergie. Donc cette histoire d'énergie qui est souvent qualifiée même d'ésotérique en France, en fait ne l'est pas. D'ailleurs, même la langue française en parle tous les jours. C'est ça qui est extraordinaire. Mais en tout cas, scientifiquement, officiellement, en 2021, les énergies, ça n'existe pas, ou ça existe peu. Et en fait, qu'est-ce qu'ils racontent les Indiens des sagesses ancestrales? Ils disent que notre âme, alors c'est pareil, c'est un gros mot, je suis désolée, je démarre direct par ce qui va pas. Tu peux y aller ici.
On va dire l'âme, parce qu'une fois, j'ai discuté avec un psychiatre qui me dit, tu y crois à l'âme. Alors, on va dire l'inconscient collectif, si tu veux. Mais enfin, finalement, l'âme, c'est l'étincelle de vie qui est au-delà du sac d'organes et de cellules de notre corps humain, où on nous laisse croire en 2021 qu'on est réduit à ça et qu'en plus, si on change un organe par une pièce détachée, tout va aller. Donc jusque-là, on ne sait pas c'est quoi cette vie, d'où elle vient. Alors, à part si on va dans des considérations, encore un autre gros mot, spirituelles, c'est-à-dire la connexion à plus grand que nous. Je sors des considérations religieuses, bien sûr. Et donc, les Indiens disent que, en fait, à l'incarnation, donc c'est-à-dire notre âme, ça serait une particule, j'en parle au conditionnel, mais néanmoins, l'hypothèse se vérifie à chaque fois que je discute avec un client. Ça serait une particule d'énergie de l'univers qui s'incarne sur Terre, donc qui descend sur Terre. Et au moment de l'incarnation, elle se charge de différentes mémoires, les nôtres ou celles d'autres personnes, de l'humanité, pour venir se développer sur Terre. Puisque la matière, c'est le champ d'expérience et en fait, on est une âme, donc une particule spirituelle qui vient faire une expérience terrestre. Et c'est là où on peut se transformer. Donc pour moi, la Terre est une école des âmes. Et donc en 2021, moi je trouve qu'on régresse un peu par rapport à ça. Et qu'on aurait tout intérêt à compléter la vision scientifique très poussée qu'on a en Occident en rajoutant la vision des sagesses ancestrales. Alors, on a le choix, hein. Ça peut être l'Ayurveda, ça peut être la médecine chinoise, l'Afrique, en gros, tous les noms blancs presque. Ok, on a le choix, à nous de faire l'alchimiste, de compléter les choses. Qu'est-ce que tu perçois de pénible et d'enclavé dans les sexualités aujourd'hui? Et justement, qu'est-ce que ça permettrait peut-être de faire davantage ce pont entre différents courants? On nous laisse croire qu'une bonne sexualité, c'est être avec un homme qui est qualifié d'un bon coup parce qu'il va avoir un pénis de telle taille et qui va faire, alors je ne sais pas s'il fait tant de vibrations à la minute, si on veut faire le lien avec les vibromasseurs, voilà. Mais bon, la sexualité, c'est bien autre chose que ça. D'ailleurs, le clitoris, il est au niveau du premier chakra, donc au périnée. Donc les hommes et les femmes ont un périnée, donc ils ont tous un premier chakra et c'est notre ancrage à la terre. Et donc si notre premier chakra fonctionne pas bien, les autres chakras ne fonctionnent pas bien puisque l'énergie nous traverse entre le ciel et la terre. Donc ça, je prends toujours l'angle des Indiens que je connais bien, que j'aime beaucoup. Et si le premier chakra est vivant, vibrant, eh bien par la Kundalini, dans la colonne vertébrale, il va envoyer son énergie à tous les chakras jusqu'au 7e chakra qui nous relie au ciel. Tu nous expliques un peu plus la Kundalini? Alors, en fait, c'est l'énergie. Alors, quand déjà, j'ai envie d'expliquer qu'il y a 20 ans, 21 maintenant, parce que ma fille vient d'avoir 21, je ne sentais absolument rien dans mon corps. Donc, on peut passer du stade où on ne sent rien au stade où on sent les vibrations dans sa moelle épinière. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. Donc, à chaque fois, je me dis, oh là là, je sens vraiment tout. Puis en fait, non, il y a encore un pan qui s'ouvre. Donc, cette Kundalini, c'est l'énergie qui nous traverse. Donc, moi, je la ressens dans ma moelle épinière, mais je ne l'ai pas toujours sentie là. Et en fait, les énergies cosmotelluriques, donc de la Terre et du ciel, nous traverse. Donc, c'est en ça qu'on est traversé par la même énergie, mais dans des filtres différents, puisque c'est dans mon corps et toi dans ton corps, que dans notre corps. En fait, notre corps fonctionne un peu comme une chenille et son cocon, et les voiles de notre cocon, ce sont ces fameuses mémoires qu'on vient transmuter sur Terre. Et ensuite, elles circulent de façon inverse chez l'homme et chez la femme. C'est-à-dire que le chakra numéro 1 pour la femme, il reçoit. C'est facile à retenir, hein. Il reçoit le pénis de l'homme qui est émissif, donc le chakra numéro 1 chez l'homme est émissif et le chakra numéro 1 chez la femme est réceptif. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les énergies féminines sont tout ce qui relève de l'accueil, de la réception, et l'homme de l'action, je vais vers. Et après, c'est en alternative, c'est-à-dire le 2, il est émissif, donc par le 2e chakra, nous créons, nous donnons la vie en tant que femme. Le 3e, qui est l'émotionnel, nous recevons les émotions, nous les digérons. Le 4e, nous donnons par notre cœur.
Le 5e, c'est la voix. Le 6e, cette intuition féminine légendaire. Et le 7e, on est relié à la terre. Au ciel, pardon. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'intuition, qu'ils ne créent pas, etc. C'est juste qu'il y a une polarité. Et cette polarité, elle est énergétique, elle ne se voit pas avec les yeux. Donc après, on peut... Le faire et le physique seul ne suffit pas à expliquer tout ce qui se passe dans le corps humain. Pour les hommes, les 7 chakras, c'est l'inverse entre émission et réception. Voilà. Ok, j'ai bien compris. En alternatif. Ouais. Ok. Je repars dans l'industrie pharma. Ouais. Parce que tu es une des rares personnes qui fasse aussi bien le pont pour moi entre une solide base scientifique et puis quelque chose plus de l'invisible et une des rares personnes à savoir être le traducteur entre ces environnements-là. Tu as travaillé 25 ans dans l'industrie pharmaceutique au plus haut niveau, dans la partie juridique en plus, à l'international. Comment Big Pharma approche ou ne touche pas à la santé des femmes ? Alors, c'est une question très compliquée. En fait, on ne peut pas répondre simplement à cette question. Il faut juste comprendre comment l'industrie pharma fonctionne. L'industrie pharma, elle est soumise à des lois elle-même, des règlements. Et donc, pour vendre un médicament, il faut une autorisation de mise sur le marché. Et donc, cette autorisation de mise sur le marché, on doit prouver la qualité, la sécurité et l'efficacité, ainsi qu'un rapport bénéfice-risque positif, avant d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Ça, c'était la loi, on va dire, jusqu'à l'an dernier, puisqu'apparemment, il y a eu quelques dérogations sur cette année. Je ne rentrerai pas dans ce terrain. Et pour prouver ça, il faut des études scientifiques. Et donc, pour faire des études scientifiques, il faut des appareils de mesure. Et donc, s'il n'y a pas d'appareil de mesure, on ne peut pas prouver. Et dans tout ce qui est énergétique, alors depuis, il y a certaines machines, certes, type la GDV ou la BioWell du professeur Korotkov, voilà. Il y a quelques machines comme ça, mais jusque-là, la pharma, alors je suis pas sûre que la pharma utilise ces machines, mais quand je dis la pharma, l'industrie pharmaceutique, c'est mon jargon. L'industrie pharmaceutique, quantifie des paramètres biologiques, voilà, quelque chose qui se mesure. Donc, la santé des femmes avec le lien énergétique, qu'est-ce que ça me fait quand je vois quelqu'un, les perceptions qu'on peut avoir avec nos 10 sens, comme je dis, les 5 réels et les mêmes 5, mais dans leur version subtile, puisqu'on a potentiellement tous accès à ça, de façon plus ou moins développée. Pour l'instant, il n'y a pas de médicament qui existe pour ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire... les médicaments, c'est, on va dire, ça serait un facilitateur quand on a des symptômes pour sortir du symptôme, mais ça ne va pas guérir la cause. Donc toi, tu fais un lien direct entre le fait que la Big Pharma s'intéresse peu à la santé des femmes, enfin n'utilise pas leur corps comme objet de recherche et plutôt recherche à partir des corps masculins, avec la question des énergies et de l'invisible. C'est-à-dire que si on touche à l'étude du corps des femmes un peu au-delà de la procréation, de la fertilité, on risque de s'aventurer sur un terrain qui est plus subtil. Alors, je dirais pas ça. Peut-être qu'ils s'intéressent à la santé des femmes, puisqu'ils vendent alors j'allais dire des pilules, ça c'est le langage de tous les jours, mais ça s'appelle plus comme ça, j'ai oublié, enfin des comprimés hormonaux, voilà, des comprimés. Pourtant, j'ai fait ma thèse de pharmacien là-dessus. Des comprimés hormonaux. C'est grave, hein, comme quoi on oublie, hein, j'ai changé de vie. Donc si, bien sûr, hein, quelqu'un qui travaillerait dans l'industrie pharma va dire non, mais bien sûr qu'on s'intéresse à la santé des femmes. Mais quand on appréhende la personne dans sa globalité, avec ses énergies, dans ses interactions avec les autres, dans ses émotions, dans le ressenti corporel, je ne connais pas de médicament qui s'intéresse à ça jusque-là. Et d'ailleurs, par exemple, je ne connais pas non plus de médicaments qui sachent régler la dissociation psychique. Et la dissociation psychique, moi, j'arrive à la régler en 1 heure, mais pas, voilà, avec ce que j'ai appris en couplant la psycho, l'ayurveda, mon ressenti avec mes mains, etc.
Ça a été quoi le déclencheur pour te mettre en mouvement et partir à la rencontre de tes mémoires, enfouies ou cachées? Alors, en fait, il y en a eu plusieurs par vague. Donc, pendant longtemps, enfin, quand j'étais jeune, plus jeune, parce que je suis toujours jeune. Et comme dit mon excellente belle-sœur, même vieille, tu seras jamais vieille. Ah, elle est trop mignonne. En fait, je n'avais pas de mémoire avant l'âge de 10 ans. Donc, je m'en suis rendu compte plus tard. Voilà, puis on dit qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. On discutait pas aussi facilement de l'intime, même avec des copines. Et donc ça, j'avais pas de mémoire à l'âge de 10 ans et je ne me sentais pas heureuse alors que sur le papier, j'avais tout pour être heureuse. Donc, ça a été mon déclencheur pour commencer à travailler sur moi il y a un certain temps, 27 ans, je dirais. Et puis, le deuxième déclencheur, ça a été en 1996, quand j'ai été déclarée stérile. Donc, j'avais fait 3 fausses couches. Et à la fin des 3 fausses couches, on m'a dit « Madame, vous êtes stérile, vous devez rentrer dans un protocole de recherche clinique. Il y a une personne à la PHP à Paris qui peut s'en occuper, qui travaille avec une personne aux États-Unis, et c'est tout. C'est la seule alternative pour vous. » Donc, je dis « D'habitude, là, c'est moi. Je travaille sur les protocoles cliniques, mais je n'étais pas sujet encore jusque-là. » Donc, et la vie est bien faite. Donc ça, j'ai compris bien plus tard que la vie est faite de rencontres. Et en fait, à chaque fois que j'allais faire ma fausse couche, puisque mes bébés mouraient in utero, en fait, je croisais tout le temps ma deuxième patronne de l'industrie pharma, qui s'appelle Catherine. Et donc, on était dans un groupe interlaboratoire. Et à chaque fois, elle me demandait comment ça allait. Et donc, je croyais que je pouvais pas raconter ma vie devant tout le monde. Et donc, je lui disais, ça va, mais elle voyait bien que ça n'allait pas. Forcément, ça peut pas aller bien quand on a un bébé mort dans le ventre et qu'on attend d'être opéré pour qu'on nous l'enlève. Et au troisième rendez-vous, je l'appelle le lendemain, je lui dis en fait non, ça va pas du tout, on vient de me déclarer stérile. Et là, elle me dit, écoute, va voir mon frère à Cochin, qui est pédiatre, qui est chef de service de réanimation néonatale, qui s'occupe des grands prématurés. Donc voilà, à 30 ans, je suis allée voir le pédiatre. Qui m'a reçue et qui m'a dit, pour moi, vous n'êtes pas du tout stérile, c'est votre mode de vie. Voilà. En gros, quand il m'a dit, c'est quoi votre mode de vie, je lui ai dit 6h30, je me lève, 6h35, je fais ça, 6h40, je fais ça, etc. 7h20, je saute dans ma voiture et je vais au boulot. Donc, je vais voir le médecin, c'était important, c'était un médecin qui m'avait envoyé voir, j'avais besoin de voir un scientifique, je ne serais jamais allée voir quelqu'un d'autre qui n'aurait pas été médecin à l'époque, et qui m'a énervée prodigieusement d'ailleurs. Donc, je suis retournée le voir parce qu'il était médecin. Donc, en gros, la première séance, c'est que j'ai été obligée de me déshabiller complètement. Il m'a fait des branchements avec ses mains. À la fin, il m'a fait un petit massage de 20 secondes sur une phalange d'un doigt. Et c'était terminé. Et j'étais dans une colère noire. J'ai dit vraiment, il se fiche de moi. Mais bon, j'avais une bonne mutuelle. C'était un médecin. Il m'était envoyé par 2 autres médecins. Donc, je me dis, bon, je vais lui laisser quand même sa chance. Je me laisse 2 mois, 4 séances. Et au bout de 4 séances, j'ai commencé à sentir des parties de mon corps que je ne sentais pas. Donc, je ne sentais pas mon utérus. J'ai commencé à sentir que, officiellement, tout allait très bien. Alors, moi, j'ai toujours su très bien sourire, mais alors, à l'intérieur, c'était le torboyau dans mon ventre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre conscience de mon corps. Et donc, ma 4e grossesse, il s'en est aperçu avant moi, c'est-à-dire j'avais pas fini mon cycle, il m'a dit « Je pense que vous êtes enceinte ». Je dis « Là, vraiment, vous êtes trop fort parce que moi, je ne le sais pas ». Et en fait, j'étais enceinte de mon fils. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a maintenu mes grossesses et en prenant conscience de plus en plus de mon corps. Donc ça a été vraiment la révélation. Puis après, donc, mon fils est arrivé, est né. Quand il a eu 2 mois et demi, j'étais persuadée qu'il allait mourir. Donc, tous les jours, j'allais voir un médecin différent. Premier jour, généraliste. 2e jour, le pédiatre. 3e jour, l'homéopathe. Le 4e, c'était l'ostéopathie crânienne. Et le 5e, bon, en désespoir de cause, je retourne voir ce médecin en me disant, bon, c'est pas très catholique, mais j'y vais quand même, on sait jamais. Et là, il le débloque. Et mon fils se met à hurler. Il lui débloque le foie ou la rate, je sais pas. Et c'est reparti. Donc là, j'ai dit non, là, il y a un truc. Donc je lui ai tout de suite dit, je veux apprendre. Il me dit non, c'est réservé aux médecins. Et avec le recul, j'ai réussi à apprendre et j'ai développé beaucoup plus puisque lui ne travaillait. En fait, il faisait de la digitoponcture. Ça, maintenant, je peux mettre les mots dessus. Mais il ne faisait pas parler. Il ne me faisait pas parler. Donc en fait, je suis retournée le voir après. Il avait des images quand il posait ses mains sur moi. Mais comme
il ne me faisait pas parler mon psychisme, en fait, je ne pouvais pas sortir de là. Donc, mon cerveau continuait à donner des contre-ordres à mon corps. Et donc, j'étais obligée d'aller voir tous les 15 jours pour rester stabilisée. Alors que quand on fait parler son cerveau, que le cerveau comprend, il arrête de donner des contre-ordres au corps, les énergies se stabilisent, on arrive à dénouer les blocages émotionnels et on finit par sortir de là de façon pérenne. Et dans ta lignée, ça a été quoi le déclencheur? Parce que là, il y avait plusieurs personnes avec nous dans le studio. D'ailleurs, qui est là dans le studio? Alors, je ne sais pas, mais celle qui m'est venue tout à l'heure avec la méditation de Babette, c'était ma grand-mère paternelle. Voilà. Donc, cette grand-mère, je crois qu'elle est décédée en 2002, il me semble, de mémoire. Et donc, elle n'avait pas fait d'études du tout. Elle était allée jusqu'à l'équivalent de la classe de 5e. Et elle avait des intuitions, mais délirantes. Dans la famille, tout le monde la prenait pour une folle. Et avec le recul, en fait, c'était la plus consciente de ma famille. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir appris tout ce qu'elle sentait, tout ce qu'elle voyait, toutes ces pratiques qui se font en Afrique du Nord. Voilà, c'est vraiment mon regret. Comme quoi la conscience humaine n'a pas forcément à voir avec le niveau d'études. Après, il peut y avoir mon autre grand-mère qui était l'extrême inverse et qui, elle, avait fait des grandes études. Elle était professeure, je sais plus, même pas, peut-être elle était professeure agrégée. En plus, elle avait repris ses études à Dodane quand elle avait la trentaine pour changer de voie. Donc, au Maroc, c'était quand même, elle était quand même hyper avant-gardiste. Elle était née en 1906. Donc, voilà. Et en fait, c'est deux lignées totalement différentes. C'est-à-dire, d'un côté, où les femmes sont plutôt féministes, prennent leur place, voilà, et gèrent leur mari, entre guillemets. Ce qui n'est pas forcément génial, hein, voilà, c'est un constat, c'est tout. Et de l'autre côté, du côté paternel, les femmes n'ont pas de place. Elles sont d'une famille... il ne fait pas bon d'être une femme dans cette famille. Les femmes sont dévalorisées. Parce qu'on est une femme, on est dévalorisé. Voilà, donc je suis issue de ces deux lignées. Donc t'imagines le bazar que ça fait en moi. Donc voilà, c'est bien de travailler sur soi pour harmoniser le tout. Ou la force d'avoir ces différents prismes-là aussi. Elles sont là. C'est encore d'actualité Oui, alors du coup, ça me permet, donc comme ça fait un moment que je travaille sur moi, en plus... je dis travailler, mais c'est pas travailler, je me découvre au travers de différents accompagnants, différents prismes, différentes cultures, puisque j'ai eu la chance de me former à l'étranger, en Inde, au Mexique, en Californie, etc. À la fois, j'ai ces deux femmes-là, ces deux lignées de femmes, les unes, on va dire, plutôt dominantes et les autres plutôt soumises, mais il y a aussi les lignées d'hommes. Donc, les hommes soumis aux femmes dominantes d'un côté et les hommes dominants, voire surdominants de l'autre côté. Donc, forcément, on est obligé de se poser la question de la place des hommes et des femmes. Alors, justement, avec ces deux lignées et puis ces deux scénarios, on revient en ce moment. C'est quoi la place pour toi du désir dans la sphère du travail, dans la sphère personnelle? On parle beaucoup d'articulation vie pro, vie perso, puis on l'a vécu en accélération maximale là, depuis 18 mois. Voilà, c'est quoi ton regard là-dessus? Et puis j'ai envie de t'entendre aussi sur en quoi les constellations familiales, outils que tu pratiques, ou art que tu pratiques, qu'est-ce que ça permet pour peut-être mieux écouter le désir, s'il y en a un qui circule au travail ou à la maison, ou partout? Alors, je vais déjà parler en tant qu'individu avant de parler au travail, donc plutôt dans la vie perso. Déjà, il faut pouvoir avoir accès à son désir. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à leur désir, en fait. Et j'en faisais partie d'ailleurs. Parce que quand on a été trop éduqué, voire dressé à faire plaisir, déjà, il n'y a qu'à voir un bébé qui ne veut pas manger. Allez, hop, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Comme ça, tu finis ton dessert ou ton yaourt ou je ne sais trop quoi. On n'écoute pas son désir. Donc, on lui apprend à faire plaisir à l'autre et à écouter le plaisir de l'autre ou le désir de l'autre avant d'écouter le sien. Donc déjà,
tout dépend comment on a été éduqué. Donc, avoir accès à ses désirs, c'est une vraie recherche déjà. Donc, quand on n'a pas de désir, il faut se poser la question où est-ce qu'on a été amputé, j'ai envie de dire. Mais bon, en tout cas, ça se récupère notamment, pourquoi pas avec les constellations familiales ou d'autres choses. Ensuite, le désir, ce que j'ai envie de dire, ça a à voir avec, à supposer qu'on l'ait, nos envies, bien sûr, mais les envies, c'est pas que du matériel. Donc oui, peut-être ça fait plaisir de s'acheter une voiture ou une nouvelle robe, voilà. Mais au bout d'un moment, d'avoir plein d'argent et de s'acheter plein de robes, ça colle juste la nausée, quoi. Le désir n'est pas satisfait. Le vrai désir, c'est quelque chose qui réjouit nos 5 sens. Et si nos 5 sens sont réjouis dans toutes leurs facettes, on a envie de le partager. Puisque, comme disait Babette dans la méditation, c'est vrai que tous nos chakras sont reliés par le cœur. Et donc, si on est en joie, si on est dans notre... si ce désir, il correspond à ce qui nous tient le plus... Enfin, ce qui nous fait le plus plaisir, le plus profondément. Et ce qui nous fait le plus plaisir, le plus profondément, c'est ce qui est en accord avec notre raison d'être, en fait. À ce moment-là, on est dans la joie. La vie est simple, d'ailleurs. Et le cœur, le lien du cœur, c'est de partager, c'est l'échange et le partage. Et pour moi, d'ailleurs, ça a à voir avec la conscience. Quand on est conscient, on n'a qu'une envie, c'est de partager et de donner. Voilà, donc ça, c'est pour la partie perso. Donc, par rapport au désir et au plaisir sexuel, par exemple, je trouve ça bien regrettable que tout soit réduit à des actes, des stimulations. Voilà, il se passe bien autre chose. On est en train de perdre de plus en plus la partie sensuelle, la partie rencontre, la partie faire durer pour voir ce qui émerge dans le présent, dans l'absence, dans le non-faire, dans la subtilité du moment présent, de seconde à seconde presque. Donc, encore faut-il pouvoir écouter son corps aussi et l'entendre pour pouvoir faire ça. Le désir au niveau professionnel, il y a notre choix. Donc, en effet, le meilleur boulot, déjà, c'est le boulot qui correspond à comment on va nourrir notre âme, comment on va se développer, comment on va évoluer. Donc, c'est toujours l'alignement sur sa raison d'être. Voilà. Et après, je ne sais pas jusqu'où tu veux parler du désir. Si c'est du désir, par exemple, pour un collègue ou un client ou je ne sais trop quoi, pour moi, là, on est au travail. Donc, il y a un cadre qui est à respecter. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a toujours des cadres à respecter, même dans la vie perso. On va parler après avec les constellations familiales, mais voilà, même si c'est pas les mêmes cadres. Donc, je pense que dans l'instant, c'est à chacun de se poser la question dans quel cadre je suis. Est-ce que je vais faire une déclaration d'amour à mon chef ou à mon collègue ? Non. Si on est au boulot, peut-être que d'ailleurs, s'il n'est pas content, on sera peut-être viré. Donc, vaut mieux ne pas avoir de relations sexuelles au travail. Ça, c'est mon conseil. Ou alors, il faut être prêt à partir tous les deux du travail. Pourquoi c'est le bon moment pour Coquelicot ? Alors, moi, ce que je trouve super, c'est la vision globale homme-femme et valeurs féminines et masculines qu'on a en chacun de nous. C'est-à-dire que quand on est au travail, justement, quand on va travailler, on est dans l'action, on est dans le faire, on est tous dans nos valeurs masculines, hommes comme femmes. Et si on veut être dans des bonnes relations, même au travail, là, on va faire appel à notre ressenti et là, on va utiliser nos valeurs féminines, hommes comme femmes. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien. Ok, c'est Coquelicot, pour clitoris, bien sûr, mais ça englobe l'ensemble de la société. Et si je veux faire le lien avec des hashtags type balance ton porc, je sais plus ce qu'il y a eu, moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que il n'y a pas... Enfin, une relation, c'est une interaction entre les deux. Si je reprends encore la vision de l'Ayurveda, ils disent qu'on est un axe entre le ciel et la terre, qu'on rayonne sur plusieurs couches. D'ailleurs, la langue française le dit, il en tient une couche.
À mon avis, c'est plutôt 25, voire plus. Et donc, la relation, c'est quoi? C'est toi, tu es dans ton axe, tu rayonnes sur 2,50 m à peu près. Moi, je suis dans mon axe, je rayonne. Et la relation, c'est l'intersection des deux rayonnements. Donc, c'est 1 + 1 = 3. Donc, c'est pas, je vais pas commencer à m'occuper de toi et à commencer à te faire des procédures pour que tu rédiges ou que tu fonctionnes comme moi, je voudrais fonctionner. Non, je te laisse fonctionner comme toi, tu veux fonctionner. Et parce que tu es différente de moi, si on a un objectif commun, eh ben, tu vas apporter ton originalité, ta créativité, et je vais en ressortir enrichi, toi aussi d'ailleurs. C'est en ça que le travail est un outil de développement de l'identité au même titre que les relations amoureuses. Donc voilà, c'est exprimer qui on est, rayonner, savoir dans quel cadre on fait ça, savoir poser nos limites, les reconnaître celles de l'autre, et ensuite on échange et on partage. Je reviens te chercher quand même sur l'incarnation sexuée, parce qu'en effet, on a du féminin et du masculin en chacun de nous, hommes comme femmes, et nous nous incarnons dans un véhicule qui a un sexe. Homme, d'homme ou de femme. Enfin, à 99%, c'est pas les deux. Donc, pour toi, en quoi la reconnaissance de notre incarnation sexuée permet de mieux nous comprendre? Je viens de chercher sur, il y a cet équilibre, mais il y a une différence des sexes quand même. Alors là, du coup, je vais encore revenir en arrière, pas trop loin cette fois, juste à notre naissance. Enfin, même pas à notre conception. Le bébé, a priori, jusque-là, il est fabriqué dans le ventre de sa mère, d'accord? Donc, quand notre petit bébé est né, avec ses couches de mémoire, si je suis une fille, bon, déjà à 1 an, le stade du oui, le bébé sort du ventre de sa mère, ma mère et moi, c'est la même chose, d'accord? Donc, ma mère est là pour me nourrir et je n'ai pas conscience que je suis un autre être. Voilà. 2 ans, je commence à poser mes limites en mode on-off. Oui, non. Tu vas aller sur ton pot? Non. Tu veux faire ça? Non. Et je me rends compte que peut-être on m'écoute et peut-être je peux commencer à poser des limites. Voilà. Donc là, c'est le stade du non. 2 ans, je pose des limites en mode on-off. Et 3 ans, 6 ans, si je suis une fille, je peux pas me marier avec mon père parce qu'il est déjà marié avec ma mère. Et là, je ferme mes limites psychiques et j'intègre les limites intergénérationnelles, donc complexe d'Oedipe, complexe de castration, 3 à 6 ans, pour tout le monde. Voilà, en fonction qu'on a un garçon ou une fille. Et j'intègre les interdits. Exactement. Bon, après, on dit que normalement, c'est une phase à peu près stable jusqu'à l'adolescence. Mais à l'adolescence, si je suis une fille, je suis sortie du ventre de ma mère, donc tout va bien. Je continue, je vais ressembler à maman, plus ou moins, ou je vais me contre-identifier à maman, pourquoi pas. Mais si je suis un garçon, comment je fais? Je suis sortie du ventre d'une femme. Et c'est pour ça que je crois que c'est la classe de 4e. Alors, je calculais, on a quoi? On a 13 ans à peu près en 4e. Je crois que c'est la classe de 4e au collège qui est la plus violente. Pourquoi? Parce que les hommes, enfin les hommes en devenir, les adolescents, ils ont besoin de savoir c'est quoi être un homme. Donc, c'est là qu'ils développent des pratiques viriles collectives pour savoir, toi tu pleures, t'es une femmelette, moi je suis un vrai homme, et puis voilà. Et donc ces pratiques, elles sont assez violentes en fait. Donc c'est viril violent, comme je dis. Et puis après, donc là, ils font la conversion. Ils se détachent du féminin et ils vont aller à fond dans le viril. Je vais pas parler du masculin tout de suite, justement. Et puis après, ils continuent à évoluer. Et puis à un moment, ça suffit pas d'être que viril. Et là, ils ont la connexion à leurs émotions par le beau, par l'esthétique, par les émotions, par le cœur. Donc, soit en cherchant à avoir un beau travail où ils sont reconnus, voilà, rebelote le travail comme identité, comme développement de son identité, et ou d'ailleurs dans les relations amoureuses, quelles qu'elles soient, les relations affectives. Et là, donc, ils réintègrent leurs émotions, ils intègrent leurs émotions et ils les acceptent en même temps que les pratiques viriles. Donc forcément, les pratiques viriles, elles deviennent moins violentes. Donc moi, c'est ce que j'appelle l'homme masculin complet. Et là, on est face à un homme complet qui a accès à toutes ses facettes, le masculin et le féminin. Mais de la même façon, les femmes, il faut qu'elles acceptent aussi qu'elles ne sont pas là juste à attendre qu'on s'occupe d'elles comme la princesse charmante.
hein, qu'on vienne la réveiller. Elles ont le droit d'être désirantes. Voilà. Tout de même. Et d'avancer par elles-mêmes. En quoi une femme et un homme sont fondamentalement différents? Tu viens de nous dire pour l'enfant, le jeune adolescent, l'adolescente. Tu nous as parlé aussi des chakras, émission-réception, chacun dans son centre de gravité, on va dire. Donc, en quoi ça reste fondamentalement différent, même quand il devient elle? Tu nous as confié quelque chose dès le... Alors, les hommes sont ancrés plutôt à la terre, plus facilement, et les femmes plutôt au ciel. Et en fait, l'union des deux, c'est pratique, ça permet de nourrir le cœur. Donc, les hommes servent, entre guillemets, à ancrer les femmes, à les remettre sur terre. D'ailleurs, ils nous disent, souvent, quand on commence à trop penser, ils nous disent « reviens sur terre, là, on va du concret ». Et les femmes, elles aident les hommes à s'élever. Donc, il y a aussi le « moi, je suis pragmatique ». Oui. Il est très bon, ce « moi, je suis pragmatique ». Voilà, c'est ça. Je suis pragmatique, on a le droit d'avoir de l'intuition aussi, même si on est concret. Même si on cherche des solutions concrètes, on a le droit d'avoir une vision globale. Voilà, donc après, même si je suis elle alors que j'étais il, là, il faudrait leur demander parce que je ne sais pas, moi, quelque part, j'ai que vécu ça de l'extérieur, ça suffit parce qu'on a quand même fait la une des infos radio moquette de la ville où j'étais, où j'habitais, où j'habite toujours d'ailleurs. Donc ça, je ne sais pas trop comment c'est, mais c'est sûr que moi... Le fait que mon ex-mari se soit transformé en femme, forcément, je me suis posé tout un tas de questions, mais que je ne me serais jamais posées. Donc, plus les copains qui en riaient. Alors, il y a aussi ceux qui sont partis parce que c'était trop lourd à supporter, mais aussi ceux qui me charriaient en disant « Oui, alors finalement, t'es lesbienne parce que t'as fait la... » Non, j'ai dit non, j'ai fait l'amour avec un homme, j'ai eu mes enfants normalement, donc non, je suis pas du tout lesbienne. Donc après, j'ai là, est-ce que finalement, je suis lesbienne ou pas? Non, c'est sûr, je suis pas du tout lesbienne. Et bon, après, je respecte chacun ses choix. C'est juste oui, je me suis posé des questions. C'est quoi mes vrais désirs? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? C'est quoi être une femme? Voilà, j'ai envie. C'est ok d'être dans la réception, mais j'ai aussi envie de vivre libre d'être moi-même. C'est pas libre pour faire n'importe quoi, c'est libre, voilà, de savoir qui je suis, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait grandir, qu'est-ce que j'ai envie de donner à ce monde, en quoi j'ai envie de contribuer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Caro? Assez. Qu'est-ce qui manque? Les sorcières, les magiciens, pharmaciennes, les alchimistes se reconnaissent en ce moment. C'est un temps de société où on voit quand même pas mal de choses, même en publication, les livres, les médias. Enfin, ça prend une autre couleur. On entre en résonance. Pour toi, ça signifie quoi que ces présences se rendent... Disons, ces présences de l'invisible se rendent davantage visibles? Je pense que c'est en lien avec notre état de conscience et ça me fait le pont avec la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure par rapport aux constellations familiales ou systémiques. Alors, c'est vrai que moi, je fais des constellations de façon très élargie maintenant. Puisque dans le même rendez-vous, je peux aller dans le futur, dans le passé karmique, pour les mémoires des vies antérieures, les nôtres ou celles des autres, voire les mémoires akashiques, les mémoires d'âme. Et en fait, quand on a... donc toujours, je reviens à mon Ayurveda et à la vision de l'Indien, des sagesses indiennes ancestrales. Il nous voit un peu comme un oignon. Et donc, dans ces pelures d'oignon, en fait, il y a les différentes mémoires. Alors, la première couche, on va dire, à 2-3 cm du corps, c'est ce qu'on a vécu nous. La deuxième, ce qu'on porte des parents. La troisième, ce qu'on porte des grands-parents, etc., sur X générations. Et évidemment, tout l'inconscient collectif associé. Ce qui explique pourquoi il y a des gens qui sont pris dans des mémoires d'histoire collective qui s'est passée dans d'autres pays, voire d'autres continents, simplement parce qu'ils sont issus de lignées sanguines de personnes qui étaient issues de ces autres continents, alors que peut-être leur famille, sur 2, 3, voire plus de générations, n'y ont jamais vécu. Donc cette histoire d'inconscient, elle est, alors j'appelle ça inconscient, enfin tout ce qui est invisible, elle est tentaculaire en fait.
Et finalement, on peut même se demander dans ce qu'on vit, et même ce qu'on ressent, j'ai envie de dire, est-ce que c'est à nous ou pas à nous ? Et d'ailleurs, on vit une époque fabuleuse parce que les études scientifiques sont en train de prouver ce que les sagesses ancestrales disent depuis des millénaires, notamment en épigénétique. Il y a eu une étude qui a montré que si quelqu'un vit un stress énorme, par exemple à la Seconde Guerre mondiale, au hasard, donc ses gènes sont modifiés, ses descendants donc reçoivent les gènes modifiés, sont beaucoup plus stressés que le parent qui a vécu le stress, même s'ils sont au courant de rien. Et les petits-enfants sont encore plus stressés, même s'ils ne connaissent pas l'histoire du grand-père. Donc, même si on ne parle pas, là, parce qu'à l'époque, on se dit on va rien raconter, parce que c'est tellement horrible ce que j'ai vécu, je peux pas raconter ça à ma famille. En fait, ça passe quand même. Non seulement ça passe dans les gènes, donc Dixit l'a prouvé l'épigénétique, mais ça passe aussi, je pense, dans l'inconscient collectif. Par exemple, ça arrive à tout le monde de penser à quelqu'un et la personne nous appelle et on dit « Ah bah tiens, je pensais à toi » ou voilà. C'est un exemple, mais il y en a plein. Et même dans ce qu'on sent comme émotion, quelles sont les émotions qui nous appartiennent et celles qui ne nous appartiennent pas ? Est-ce qu'on sent, je sais pas, voilà, quand on est tous plombés parce qu'on a un confinement, même si on va bien, on sent qu'on est plombé. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une interaction collective. Donc l'inconscient collectif n'est pas si invisible que ça. Donc ce degré de conscience, d'évolution de l'humanité, en fait, c'est d'avoir accès à cet impalpable, à qui je suis dans l'instant et comment je suis modifiée par les interactions que j'ai à 2, à 3, à 10, dans la région où je suis, quand je suis dans la nature, etc. Comment tu t'y prends pour permettre aux hommes de se connecter à leur espace sexuel féminin ? Répète ta question, s'il te plaît. Comment tu t'y prends, toi, pour permettre aux hommes, ouais. Là, je m'intéresse en particulier aux hommes, pour se connecter à leur espace sexuel féminin ? Qu'est-ce que tu appelles l'espace sexuel féminin ? Si on a du féminin et du masculin en nous, c'est ce qu'on s'est dit, voire même on en tricote avec les autres, voire sur plusieurs plans. D'accord. Comment t'accompagnes les hommes à connecter à leur dedans, ou à leur chakra numéro 1, plutôt dans cette dimension féminine ? Ouais, donc plutôt à leur émotionnel, je dirais, plutôt à être à l'écoute de l'autre. Bah déjà, pour être à l'écoute de l'autre, il faut déjà être à l'écoute de soi. Donc déjà avoir accès à que dit notre corps, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement coupés de leur corps. D'ailleurs, souvent, quand on a été trop formaté par des études trop longues, on est complètement dans le mental. Ça m'est arrivé, quand j'étais jeune, j'ai pas de critique vis-à-vis de ça, puisque j'en viens. Et on sent pas son corps. Donc, si on sent pas son corps, on peut pas sentir le corps de l'autre, parce que pour sentir le corps de l'autre, ça reste du niveau subtil. Alors, on peut dire apprendre à utiliser ses neurones miroirs, mais bon. Ça reste très mental, cette histoire, même si ça fonctionne. Mais en fait, quand quelqu'un a une émotion, d'abord les émotions se logent dans le corps, ça fait une vibration. Ça peut faire d'ailleurs il y a eu des études cliniques qui ont montré que ça faisait du chaud ou du froid. Mais au-delà de ça, je pense qu'on sent l'énergie qui circule. Et donc, c'est rentrer dans cet espace subtil. Donc, y rentrer pour soi. Donc déjà, observer qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand je passe dans quelqu'un, quand je fais quelque chose. Ça peut être même simplement quand je mange. Quand je mange, est-ce que j'engloutis ma bouchée ou j'observe? Est-ce que là, ce week-end, j'étais en formation et j'avais des collègues qui s'amusaient, qui riaient, enfin, qui se moquaient de moi parce que je dis oui, l'eau, là, elle est plus mouillable. Mais une eau plus mouillable, c'est quoi ? C'est que quand tu la mets dans ta bouche, elle s'étale plus dans ta bouche, quoi. Donc, voilà. On peut dire de l'eau, c'est de l'eau. Mais non, il y a des eaux plus rêches et il y en a même qui ont des eaux qui ont l'air d'avoir un goût sec. Et voilà, donc il faut rentrer dans cette subtilité. Et si on rentre dans cette subtilité pour soi, sur différentes phases de sa vie, ça veut dire vivre sa vie de façon consciente. En quoi ça c'est bon pour moi ? Moi je parle à mon corps des fois, je dis corps, qu'est-ce que t'en penses là de ça, ou ventre ou cœur, et à ce moment-là après on peut sentir en soi qu'est-ce que ça fait quand je suis avec ma partenaire à côté ou dans les bras, et si elle vibre, qu'est-ce que ça me fait, et je m'aperçois que les hommes en fait savent très bien faire ça.
Seulement, ils le font de façon automatique. Donc, quand on commence à leur demander de le faire consciemment, des fois, ils sont un peu bloqués. Mais je pense à... m'est arrivé, par exemple, une fois, j'avais un ami qui m'accompagnait à l'aéroport. Il y avait plein de bouchons. Je me demandais, j'allais rater mon avion. Et tout à coup, il me dit, arrête de stresser. Mais j'avais rien dit. Mais il sentait mon stress qui montait dans la colonne vertébrale. Donc, en fait, les hommes, là, on va appeler ça l'instinct masculin, le savent, mais c'est juste que personne ne nous apprend à l'utiliser, à part peut-être des gens comme moi. Et moi, ce que j'explique, j'essaye de transmettre, c'est assez facile pour moi, parce que comme je sens dans mon corps ce qui se passe dans l'autre, alors je fais ça qu'en séance, parce que sinon je suis malade si je fais ça toute ma vie. Et je peux expliquer à la personne qu'est-ce qu'elle sent dans son corps dans l'instant, parce que je vais sentir que si elle a un micro-couac dans le ventre, moi, ça va me faire un micro-couac dans le ventre en miroir. Et si j'ai aucune raison d'être stressée, je vais sentir que son stress se manifeste par le micro-couac. Donc, je peux leur dire, est-ce que vous sentez là, ça fait chaud, là, votre poids descend dans la chaise, là, ça fait une vibration dans le ventre, là, vous respirez mieux, là, vous êtes en micro-apnée, qu'est-ce qui se passe? Et là, même ceux qui croient à rien d'autre que ce qu'ils voient, au bout d'un moment, ils se disent, non, mais là, il se passe quelque chose, puisqu'elle est en train de me verbaliser tout ce qui se passe dans mon corps, alors qu'elle n'est pas dans mon corps. Ouais, c'est ça, on nous laisse pas beaucoup le temps d'écouter et de mettre des mots dessus. C'est ça que je retiens. C'est quoi tes conseils pour nous relier à notre vitalité? Psycho-clito et notre vitalité, ce serait quoi tes conseils? Le cœur du réacteur. Bah déjà, respirer dedans tous les jours, qu'on soit seul ou pas. Voilà. Alors, on va dire, on respire dans les poumons. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On respire avec les poumons d'habitude. Mais voilà, c'est poser sa conscience. Donc, l'énergie va là où on pose sa conscience. Donc, si je pose ma conscience dans mon coquito ou dans mon périnée. D'ailleurs, le périnée, c'est le muscle des ancêtres, pour info. Mais voilà, je pense que peut-être d'autres intervenants qui l'ont dit. Respirer et voir qu'est-ce que ça me fait. Déjà, est-ce que quand j'inspire... Alors, l'énergie de la terre monte et l'énergie du ciel descend. Puis ça se rejoint au niveau du cœur. Donc, est-ce que quand j'inspire l'énergie du cœur par mon coccyx et par mes pieds, que je me fais comme une douche de lumière intérieure du bas vers le haut jusqu'à mon cœur, est-ce que déjà ça passe au niveau du coquelicot et du périnée? Ça, c'est déjà la première question. Si ça passe pas, on persévère. Puis si c'est bloqué, en général, la sexualité est aussi bloquée. D'accord. Donc là, ça vaut le coup d'aller voir quelqu'un. Il n'y a pas besoin de 25 séances. C'est voir qu'est-ce qui bloque. Et dans ce qui bloque, on peut très bien être pris dans des histoires qu'on a vécues nous ou qu'on a hérité des parents, des grands-parents, etc. Puisque dans le temps, on sait très bien que quand un peuple gagnait une guerre, il violait toutes les femmes. Donc des femmes qui ont été violées, qui donnent naissance à des enfants, qu'ils soient hommes, enfin garçons ou filles, ils vont tous être affectés. Peut-être les hommes, certains hommes, parce que si je suis un homme dans ma puissance, d'ailleurs la puissance a à voir avec la vulnérabilité et l'écoute de soi, et pas écraser l'autre ou dominer l'autre. Mais si je suis un homme dans ma puissance, dans quelle limite? Je vais pas être un violeur ou dans une énergie de violeur potentiel, je veux pas. Donc, je me connecte à mes émotions. Et si je suis une femme, ma mère a été violée, mais je le sais pas, et je suis issue de là, du coup, je peux pas être stable. Mes limites sont intrusées d'ailleurs. D'ailleurs, il y a plusieurs façons d'intruser les limites. Un abus psychique l'intruse tout autant. De la manipulation, c'est une intrusion de limites aussi. Et donc, c'est vraiment savoir comment fonctionne au niveau corporel physique et au niveau de nos limites et de l'énergie qu'on dégage. Et ça, comment on le sait? Il suffit d'observer dans notre vie. Si ce qu'on vit dans notre vie nous convient, ça veut dire que la façon dont on se perçoit et la façon dont le monde nous perçoit est équivalent. Mais ça, c'est rare. Il y a en général un gros décalage. Et ce gros décalage, il est justement lié à ces couches de mémoire. Donc après, s'il y a quelqu'un qui apparaît, qui est dans notre vie et ça ne nous plaît pas, ou une situation de vie, je dis, mais pourquoi, au lieu de dire c'est la faute de l'autre, il est comme si, m'a mise en colère, ou Dieu sait quoi, c'est pourquoi mon âme a décidé de vivre ça. Qu'est-ce qui en moi a attiré? Donc évidemment, quelqu'un qui vient de se faire violer, je vais pas dire en fait c'est bon pour toi, c'est toi qui l'as attiré. Non. Mais si on le traite pas, en fait, ça se répète, quoi. Et après, il y a des énergies qui matchent, c'est-à-dire des descendants de personnes intrusives
ou de lignées de violeurs, entre guillemets, vont se mettre avec des lignées de femmes violées. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a un trou dans la structure psychique et que l'autre se dit « Génial, c'est déjà open, donc je peux y aller ». Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que cette structure psychique, elle se répare. Alors, pas tout seul, bien sûr, mais ça peut se réparer. Et quand on a compris où était le trou dans la structure psychique et qu'on a dénoué la cause, c'est à ça que sert un travail corps, esprit, émotion, énergie, et ben en fait, la situation ne se reproduit plus. Et les gens changent. Les mêmes personnes changent. C'est pas qu'elles changent, c'est qu'elles ne reconnaissent plus en nous cette énergie qui suscitait ce comportement chez eux. Donc, on dégage autre chose, donc ils vont avoir un autre comportement avec nous. Assise là, en face de toi, en quoi suis-je l'incarnation du coquelicot ? Parce que tu es en rouge et que le premier chakra est rouge. Parce que tu es souriante, apparemment bien dans ta peau, enfin plus qu'apparemment, parce que je te connais bien. Et c'est ça, voilà, t'es présente, t'es là. Tu sais qui tu es, tu acceptes aussi les autres comme ils sont, même s'ils sont différents. Et ça, c'est l'indice que tu es aligné avec toi-même et que tu as compris comment le monde fonctionne. Ouverte et à l'écoute de différentes diversités, j'ai envie de dire, différentes individualités. C'est ça qui fait la richesse du monde. J'ai chaud. J'ai hyper chaud. Arrête, tu me donnes hyper chaud, là. Ça doit être le rouge, Caro. Encore. École du consentement. Oui. Maintenant, on parle de école du consentement. Hein. Par quoi faut-il commencer pour être à l'écoute de ses besoins ? Tu nous as donné déjà quelques pistes. De ses désirs. Tu as parlé aussi de poser les limites. L'important, enfin, je mets ça dans un projet de... On parle beaucoup de cette notion de consentement. Donc, poser ses limites. Et par rebond, mieux écouter les besoins, évidemment, des autres, leurs désirs, leurs limites. J'aime bien ce que tu as présenté là aussi comme les endroits où on a des failles, des brèches. Et en gros, ça fait écho. Ça fait miroir, ouais. Tout à fait, ouais. Par quoi on commencerait cette école du consentement ? Par le consentement à soi. Donne-moi un truc plus concret. Déjà savoir qui on est, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Quand les gens ne savent pas, je donne ces 3 phrases. Je dis à chaque fois que vous devez faire quelque chose ou voir quelqu'un ou vous faites face à une situation, la première phrase, c'est quoi ? C'est « Est-ce que c'est bon pour moi de faire ça ?» Par exemple, je dois aller voir une copine à l'hôpital. Est-ce que c'est bon pour moi d'y aller ? Oui, parce que je suis un Saint-Bernard et que dès qu'on m'appelle au secours, j'y vais. Je suis un sauveur, par exemple. Bon, donc là, c'est un oui. On voit bien qu'il n'est pas très clair, ce oui. Donc, si c'est non, on s'arrête là, on n'y va pas. D'accord ? Deuxième question. Si c'est oui, deuxième question. Est-ce que c'est juste pour moi d'y aller ? Donc oui, parce que c'est mon mari, et par exemple, et je veux absolument faire tout pour qu'il aille bien. Mais voilà, et c'est un patient, par exemple, il m'appelle 25 fois par jour, là il est à l'hôpital, non, on est hors cadre, non, là j'y vais pas, je reste avec ma famille, par exemple. Ou j'y vais, au contraire, en fonction de la gravité. Troisième question, donc si c'est non, je m'arrête là. Et troisième question, qui est peut-être presque la plus importante, mais le mental a besoin des questions avant, c'est est-ce que ça me met en joie ? Voilà. Et ça me met en joie, c'est pas sauter et hurler de joie. Non, c'est... On écoute les micro-vibrations de ces cellules et si ça nous met en joie, on respire. D'abord, c'est avec la respiration qu'on sent l'énergie. On sent que soit notre cage thoracique s'ouvre, soit il y a quelque chose qui se relâche et puis une espèce de joie sereine, un peu comme si nos cellules pétillaient comme des bulles de champagne. Merci. J'adore, merci. Je répète, est-ce que c'est bon pour moi ? Ouais. Est-ce que c'est juste pour moi ? Et est-ce que ça me met en joie ? Oui. Et je l'ai appliqué dans le travail j'ai une cliente qui est psychologue du travail à Pôle emploi d'ailleurs, très drôle, qui a fait ce fameux bilan professionnel selon la raison d'être avec moi l'an dernier. Et elle me disait, Catherine, donc c'était sur la fin du bilan, je crois qu'il faut que j'aille faire tel DESS de je ne sais plus quoi. Enfin bon, encore un énième diplôme alors qu'on avait déjà plein. Et je lui dis, est-ce que c'est bon pour vous ? Elle me dit oui, parce que je vais pouvoir faire ci, ça. Est-ce que c'est juste ? Oui. Et je dis, est-ce que ça vous met en joie ? Elle me dit,
vous êtes terrible. Non. Je dis bon, donc vous avez gagné un an d'études. C'est pas la peine d'y aller. Quelle question tu aimerais que je pose à mon prochain invité? Je sais pas qui c'est ton prochain invité. Mais justement, cette question, je te la pose. On est en reliance comme ça, les coquelitos. On a même des invités parmi nous sur d'autres plans. Donc, il y en aura d'autres. Et ce serait quoi, tu vois, ta question, s'il y avait un passage de relais entre coquelitos, toi, tu auras envie de poser quoi comme question relais? C'est quoi ta vision unique, spécifique, qui sort de l'ordinaire par rapport au coquelito? Parce que là, c'est ça l'intérêt, c'est d'écouter. C'est pas qu'ici d'ailleurs l'intérêt, je pense que la vie n'a d'intérêt que si on écoute les richesses humaines de chacun, dans leur diversité. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi? Toute cette partie créative, émotionnelle, reliance à un monde plus grand que nous, à la bulle magique qui se crée dans un rapport sexuel, justement, où on est à la fois soi, à la fois l'autre, à la fois quelque chose de plus grand. Des fois, on ne sait pas trop où ce plus grand s'arrête, d'ailleurs. Voilà, c'est la poésie, c'est une façon avec les mots d'atteindre cet espace divin, j'ai envie de dire en fait. Avant de se dire à bientôt, Catherine, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun va s'installer dans son espace intime. On prend le temps de nous inspirer, après, pour atterrir tranquillement de ce voyage, depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Et puis, je vais te poser quelques questions. Et là, réponds encore plus par association libre. D'accord. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité? Alors, moi, tout le temps. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, en fait, je demande. Je dis là-haut, comme je ne sais pas qui y a là-haut, je dis là-haut, je fais quoi? Et là, j'accède à mes 5 sens subtils. Et je suis toujours très surprise d'ailleurs. Donc, j'essaye le plus dur, parce que je reste quand même très cartésienne, c'est de couper mon mental et d'accéder à cette petite voix, à ce qui émerge, à une synchronicité, Voilà, par exemple, hier, j'étais au téléphone avec une amie, et puis elle me parlait de son jardin, etc. Et je marchais dans la rue, et il n'y avait rien d'extraordinaire, mais il y avait un buisson, je ne sais pas de quoi, mais assez gros, qui faisait 1 mètre de hauteur. Et là, je vois le buisson, mais totalement classique, rien d'extraordinaire, mais ce buisson, il prend une autre teneur. Je le vois magnifique, et je vois le jardin de sa future maison qu'elle cherche, qu'elle n'a toujours pas trouvé, rempli de buissons comme ça, de plantes avec lesquelles elle va faire des huiles essentielles et tout. Donc je lui dis, écoute, voilà, il m'arrive une drôle d'image dans la tête, je te la livre. Je prends au passage d'ailleurs une image du buisson. Peut-être c'était du buis, j'en sais rien. Enfin, vraiment, je te dis un buisson, mais totalement rien d'extraordinaire. Et elle me dit, mais c'est exactement ça que je cherche. C'est le nouveau business que je veux faire. Et donc après, je lui envoie la photo du buisson, qui est un vulgaire buisson. Elle me dit, oh, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà. Tout ça parce que finalement, par une association d'idées liées à un ressenti, tout à coup, mes yeux ont vu quelque chose d'extraordinaire dans ce petit buisson totalement anodin, que j'avais vu 2 minutes avant, mais que j'avais même pas repéré. Je me dis, ah ouais, là, l'univers me répond. L'univers me donne une information que j'aurais pas eue par mon mental. En quoi ton coquelito est-il une force? Ce qui me vient, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux recevoir ça dans ma vie? Est-ce que je peux recevoir cette situation? Est-ce que je laisse rentrer dans mon espace vital telle personne? C'est quoi ces super pouvoirs à ton coquelito? C'est marrant, tu vois, j'aurais envie de dessiner là. À la fois l'ancrage à la terre, il est très concret.
très présent, très, voilà, un chat c'est un chat, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Je pas fait exprès. Hein. On prend, accueille. Et puis, et en même temps, la source de la vision globale, horizontale et verticale. Verticale parce que reliée à tous mes chakras et à tous mes sens, et horizontale parce qu'on est tous reliés, quoi. Et d'ailleurs, dans les rapports hommes-femmes, on est reliés à toutes les croyances de nos décennies, pas même de ces décennies, nos centenaires de croyances dont on a hérité. Donc c'est là que c'est intéressant. On vit vraiment une époque incroyable parce que pour rayonner par soi-même, il faut qu'on arrive aussi à sortir de cette emprise du système transgénérationnel et inconscient depuis des millénaires peut-être. Et il y a du boulot. Coquelicot, tu ressens quoi, toi? Là, à l'instant, Ouais. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie d'être avec vous. Avec toi et avec vous tous ici. Coquelicot à présent ancré en toi, relié aux autres coquelicots. Tu repars avec quoi? Plus de force. Concrètement, je sens des vibrations dans mes pieds. Donc ça, pour moi, c'est le retour des réponses des autres coquelicots qui sont dans la pièce. Plus de force, nourri par cet entretien. Plus en joie qu'avant de venir. Mais la vie, c'est le partage et l'échange. Voilà, c'est bien. Une belle journée qui s'annonce. Merci Catherine. Merci Caroline. Merci à vous tous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beau.